Merci beaucoup. C'est le professeur. Oui, c'est le professeur docteur Ngweze Mabamba José. Je suis docteur en sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. J'ai obtenu ma licence en sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Le diplôme de DS, docteur d'études supérieures en sciences politiques à l'UNIKIN, et la thèse, je l'ai soutenue à l'université de Kinshasa. Alors, c'est pour moi un réel plaisir d'animer ou bien de dispenser cet enseignement des droits administratifs et contentieux administratifs. Voici le plan du cours. C'est un cours qui est composé de 8 thèmes, 8 sujets. Et ces 8 thèmes sont là. D'abord, nous commençons par les objectifs du cours. Ensuite, nous allons prendre la définition du droit administratif. Et parmi les thèmes, nous aurons les théories générales de l'État, les systèmes administratifs ou les modes de gestion administrative de l'État, les actes administratifs, les contrats administratifs, l'expropriation pour cause d'utilité publique, la responsabilité de la puissance publique et de ses agents, les domaines publics et les domaines privés de l'État. Et le dernier thème, c'est celui des contentieux administratifs. Ensuite, dans la fin du cours, vous avez la bibliographie et les items. Les objectifs du cours. Pour dispenser cet enseignement, nous nous sommes assignés 3 objectifs qui sont: d'abord, le premier, c'est de familiariser les étudiants avec les différents concepts, les différents termes, les différentes techniques usuelles en droit administratif. C'est-à-dire, l'étudiant à la fin de cet enseignement doit connaître, doit bien utiliser les différents mots, les différents termes qui sont utilisés dans le cadre de cet enseignement. Par exemple, l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'acte administratif, l'abrogation d'un acte administratif, les reports d'un acte administratif, les différents systèmes administratifs, la centralisation, la concentration. Voilà autant de termes qui sont usuels dans le cadre de cet enseignement. Le deuxième objectif, c'est celui de familiariser l'étudiant avec les principaux sujets qui sont développés dans le cadre de ce cours. Quels sont ces sujets? Ces sujets sont notamment les théories générales de l'État, l'expropriation pour cause d'utilité publique, les contentieux administratifs. Voilà les différents sujets que nous allons étudier avec vous. Alors, le dernier objectif, qui est le troisième, c'est aider l'étudiant à connaître les procédures usuelles en droit administratif. Lorsque l'État veut acquérir des biens, comment il procède? Lorsque l'État veut qu'une propriété qui appartient à des individus, l'État puisse exproprier cette propriété, comment il procède? Alors, dans le cadre de cet enseignement, nous allons voir la procédure usuelle en droit administratif. Voilà les 3 objectifs que nous nous sommes assignés pour dispenser ces cours. Alors, la définition du droit administratif. Quand vous allez parcourir la littérature, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs plusieurs définitions qui existent sur les termes du droit administratif. Néanmoins, dans le cadre de cet enseignement, retenez que les droits administratifs, c'est les droits de l'administration. C'est-à-dire, c'est les droits qui concernent l'administration. Alors, vous allez voir dans les supports, qu'est-ce que l'administration? Ici, il est question de voir comment l'État arrive à réaliser les actes dans le domaine de l'administration. Par exemple, lorsque 2 exécutifs provinciaux doivent acquérir un bien, tel que l'électrification des communes, des provinces, ou doivent ériger un ouvrage d'intérêt commun, là, nous sommes dans le domaine du droit administratif. C'est ainsi que dans ces cours, nous disons les domaines du droit administratif sont différents des domaines des autres droits. Prenons par exemple le droit pénal.
Le droit pénal, c'est celui qui réglemente les infractions qui sont commises à l'endroit des lois du pays. Quelles sont ces infractions? Par exemple, les viols. Par exemple, les vols. Par exemple, l'abattage des animaux ou des arbres qui sont protégés ou interdits par la loi. Par exemple, les détournements, la corruption. Alors, tout ce que je viens d'invoquer relève du domaine du droit pénal. Le droit administratif est différent du droit pénal. Le droit administratif aussi est différent du droit civil. Le droit qui concerne les relations qui régentent les personnes. Par exemple, les mariages. Ça fait partie du droit civil. Le droit administratif est différent de ces droits-là. Ensuite, troisième élément, les autres droits, vous allez voir ça dans les supports. Le droit administratif est différent du droit constitutionnel. Qu'est-ce que le droit constitutionnel? Le droit constitutionnel, c'est un droit qui régit les rapports entre les organes politiques du pays, tels que le président de la République, le gouvernement, le Parlement. Lorsqu'il y a une divergence de vues entre le président de la République et le Premier ministre, c'est le droit constitutionnel qui réglemente, qui régit ces litiges. Donc, le droit administratif est différent du droit constitutionnel. Nous, ici, nous allons voir les droits administratifs, les droits qui réglementent les rapports de l'administration. Les autres détails, vous avez ça dans les syllabus et nous pourrons les commenter. Le premier thème que nous allons voir avec vous, nous avons dit qu'il y a 8 thèmes. Le premier thème, nous l'avons intitulé « La théorie générale de l'État ». C'est-à-dire ici, il sera question de démontrer comment l'institution que nous appelons l'État est née. Comment cette institution-là s'est développée et comment cette institution-là s'impose à nous aujourd'hui. Alors, pour parler de cela, nous allons commencer par les constats. Après les constats, nous allons relever les interrogations et ensuite nous allons donner les réponses. Ceci étant dit, nous commençons avec le premier thème, la théorie générale de l'État. Selon l'école du droit naturel, on l'appelle aussi la conception historique de l'État. C'est-à-dire, c'est une conception qui se base sur l'histoire. L'État, c'est le fruit de l'histoire. Alors, les animateurs de cette école, nous en avons 4. Il y a Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Léon Duguay et Maurice Horiou. Pour étudier l'État, ces maîtres penseurs, ces savants sont d'accord, sont unanimes pour dire qu'il est nécessaire de recourir à la méthode historique pour l'étude de l'État. Parce que pour eux, de toutes les méthodes qui existent en sciences sociales, la méthode la plus sûre, c'est la méthode historique. Celle qui consiste à remonter à la genèse, au début, à la naissance d'un phénomène. Comme ça, on va comprendre l'ampleur que ce phénomène-là a pris dans les temps. C'est pour cela que nous avons dit la nécessité de recourir à la méthode historique pour étudier l'État. Deuxième élément, lorsque ces auteurs utilisent la méthode historique pour expliquer la naissance de l'État, arrivent à la conclusion selon laquelle l'État n'a pas toujours existé. C'est-à-dire, avant que l'État puisse naître, les gens vivaient dans des sociétés où il n'y avait pas d'État. C'était des petites communautés, des petites organisations que nous pouvons considérer comme des clans, des familles, des lignages, etc. Dans ces organisations-là, il n'y avait pas un groupe d'individus qui disposaient d'une armée pour contraindre les autres membres. Les gens étaient libres. Alors, compte tenu de l'anarchie, à un certain moment, les gens se sont dit, nous devons mettre en place une institution pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Voilà, l'État est arrivé. Alors, quelle était la situation de l'homme dans l'état de nature, dans l'état sans État? L'homme était libre parce qu'il n'avait pas une institution ou un groupe d'individus qui devait les contraindre. L'origine populaire et le pouvoir de l'État. L'homme, se sentant à la merci des autres membres,
il s'est décidé de créer une institution qu'il a appelée l'État pour faire en sorte qu'il y ait l'ordre, la sécurité des personnes et de leurs biens. Alors, ces auteurs disent, voilà, il existe un contrat entre les gouvernants et l'État. Ce que Jean-Jacques Rousseau appelle un contrat social. Quelles sont les obligations de deux parties? Parce qu'un contrat suppose l'existence de deux parties. Donc, la première partie, que nous appelons les gouvernants, doivent garantir l'ordre, la sécurité des personnes et de leurs biens. La deuxième partie, que nous appelons les gouvernés, doivent d'abord renoncer à leur obligation de créer une institution pour garantir leur sécurité et leurs biens. Cette mission-là incombe simplement au gouvernant. Alors, comme il y a un contrat, lorsqu'une partie n'arrive pas à remplir sa mission, la partie lésée doit utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour faire en sorte que ceux qui doivent réaliser leur mission soient efficaces, notamment par la révolution, par exemple le coup d'État, par exemple la révolte, ainsi de suite, la marche, etc. La conception de l'État selon l'école du droit divin. Ça, c'était la première conception, la conception historique de l'État avec ses animateurs. Deuxième thème, c'est la conception de l'État selon l'école du droit divin. On l'appelle aussi la conception théocratique de l'État. C'est-à-dire, dans cette conception, on explique l'origine de l'État par Théos, Dieu. C'est Dieu qui a créé l'État. Et ceux qui parlent au nom de l'État ne sont que de simples représentants. Alors, les animateurs de cette école ou de cette conception sont les églises en général, et en particulier l'église orthodoxe, l'église protestante et l'église catholique. Quelles sont les idées maîtresses de cette école? Première idée, l'État n'a pas toujours existé. Pour eux, avant que l'État puisse venir, l'homme vivait dans un paradis où l'homme était heureux. Mais à cet homme-là, il était simplement demandé de respecter les préceptes divins, de ne pas faire le mal. Alors, à partir du moment où l'homme n'a pas respecté ces préceptes-là divins, le désordre a régné. Et il s'est trouvé à la merci du plus fort. Et il a vu la nécessité de créer une institution pour garantir la paix et la sécurité des personnes. Donc l'État a commencé à exister à partir du moment où l'homme est sorti du paradis à cause de sa désobéissance. Deuxième élément, l'État est une œuvre de Dieu. C'est l'homme qui a inventé l'État avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas c'est l'homme qui a inventé l'État. Et l'homme n'est qu'un représentant. Donc les gouvernés doivent obéissance, doivent se soumettre à la volonté de Dieu. Troisième idée, puisque tout pouvoir émane de Dieu, les gouvernants sont des représentants de Dieu sur la terre. Et ils ont des comptes à rendre qu'à Dieu lui-même et non au peuple. Et la quatrième idée, l'Église, notamment l'Église catholique, à travers l'encyclique du pape Léon XIII, cette encyclique qui est nommée Rerum Novarum, rejette cette conception-là de dire que tout pouvoir vient de Dieu. Alors, l'Église nuance la position en disant que tout pouvoir vient de Dieu dans la mesure où ce pouvoir-là réalise l'intérêt général de la communauté. Mais lorsqu'un pouvoir ne réalise pas l'intérêt général, un pouvoir qui est là pour la dictature, ou bien un pouvoir là qui est pour s'accaparer des biens de la communauté, la population, le peuple, les gouvernés doivent, comme dans l'école, dans la conception historique, doivent, dans les contrats sociaux de Jean-Jacques Rousseau, doivent mettre tous les moyens à leur disposition pour chasser ces pouvoirs.
3. La conception de l'État selon l'école socialiste. Donc, nous sommes en train de voir les différentes conceptions qui expliquent la naissance de l'État. Nous avons commencé par la conception historique de l'État. C'est que Jean-Jacques Rousseau appelle l'État est né d'un contrat social. Ensuite, nous avons la deuxième conception, la conception théocratique de l'État. Les églises disent que l'État est né grâce à Dieu. C'est ce que nous avons aussi appelé la conception théocratique. Maintenant, dans la troisième conception de l'État, cette conception aussi est appelée la conception socialiste de l'État. Donc, l'État est né des classes sociales. Et cette conception est animée par Karl Engels et Karl Marx. Leurs idées sont exprimées dans cet ouvrage intitulé L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Donc, ce sont les classes sociales qui sont à la base de l'État. La classe bourgeoise, la classe féodale, la classe capitaliste, la classe des prolétaires. Donc, ce sont les capitalistes, les bourgeois qui ont des moyens de production, qui ont mis en place une institution que l'on appelle l'État. Voilà, donc ça c'est les classes sociales. L'État est né grâce aux classes sociales. Et les classes sociales ici, c'est la classe bourgeoise, la classe prolétaire, la classe capitaliste, la classe de ceux qui détiennent, des détenteurs de moyens de production, qui ont mis en place cette institution, cet arsenal que l'on appelle gouvernement pour mater les prolétaires, les pauvres, ceux qui n'ont rien, les petits peuples. Alors, les idées maîtresses que l'on peut retenir de ces trois écoles, de ces trois conceptions de l'État sont: l'État n'a pas toujours existé. Donc, il fut un moment, l'État n'existait pas. Ensuite, 2. Avant la naissance de l'État, les hommes vivaient heureux au sein de leur communauté primitive. Parce que là, il n'y avait pas un individu qui pouvait contraindre les autres à payer soit l'impôt, soit à obéir aux autres groupes. Les facteurs qui ont été à l'origine de l'État sont les désordres, l'insécurité des personnes et de leurs biens. Les désordres et l'insécurité dont l'homme est victime sont imputables à l'homme lui-même. Les éléments divergents de ces trois écoles sont l'origine de l'État et le pouvoir de l'État. C'est-à-dire, ces trois écoles ne sont pas unanimes, ne sont pas d'accord sur l'origine de l'État et le pouvoir de l'État. Ils ne sont pas aussi d'accord sur la mission de l'État. Voilà au moins les éléments qui les divisent. Alors, une question peut être posée. Le pouvoir que les autorités administratives exercent sur les gouvernés est-il un pouvoir de droit, un pouvoir légal ou c'est un pouvoir de fait ou d'usurpation? Pour répondre à cette question, c'est une question que je pose à la fin dans les items. Pour répondre à cette question, il faut se référer à ces trois écoles. Si on est de l'école du droit naturel, on dira que les pouvoirs que les gouvernants de l'État exercent, ces pouvoirs viennent de la méthode historique. Mais si on est de l'école du droit divin, on dira que ces pouvoirs viennent de Dieu. Si on est de l'école socialiste, on dira que non, ces pouvoirs ont pour origine les classes sociales. Et les arguments sont développés dans les supports à la fin. Merci beaucoup pour l'attention que vous avez accordée à ces premiers thèmes de notre cours de droit administratif. Donc ici, nous vous avons présenté, disons, les cadres, les idées maîtresses. Les détails, vous pouvez bien les approfondir dans les cours. Ok, je vais terminer.
vous savez que les droits, c'est l'éloquence, il faut beaucoup parler, hein, il y a beaucoup d'histoires. Oui. Comme c'est les temps, tout ça, on prend l'essentiel.